Le vampire, une figure incontournable de nos imaginaires. Du folklore à la fantasy, de la littérature aux comics et au cinéma, le vampire est absolument partout. S'il reste toujours ou presque une créature maudite, il a cependant bien évolué au cours du temps et des œuvres, passant de cauchemardesque à un Apollon un peu dark, en seulement quelques siècles. Il s'agit surtout de l'une des créatures les plus citées, les plus remaniées, avec sa proche parente, la sorcière. Le vampire, c'est donc un gros morceau culturel mondial, tant dans les croyances traditionnelles que dans la pop culture. Et ce, vraiment à travers le monde entier. Et ce qui est dingue, c'est qu'il ne semble jamais se démoder, comme le prouve la hype autour de la nouvelle adaptation du cultissime Nosferatu. C'est un tel monument cependant, fascinant mais tellement foisonnant, qu'on peut facilement s'y perdre. Alors, amoureux des vampires ou simples curieux, on vous a fait saliver avec cette intro? Embarquez pour une analyse non exhaustive de la figure du vampire. Lorsqu'on s'intéresse à l'origine du vampire, il est facile de se noyer face à la masse d'informations. En effet, il existe de très nombreuses occurrences de créatures possédant des caractéristiques vampiriques dans les différents folklores à travers le monde et l'histoire. Mais pour commencer par le commencement, c'est quoi un vampire? Alors, au sens moderne du terme, un vampire est un mort revenu à la vie, via une malédiction ou une contamination, la fameuse morsure par un autre vampire. Pour maintenir son corps en vie, il a besoin de consommer du sang. Il est d'ailleurs à noter qu'un vampire est un revenant qui a la particularité d'être fait de chair, contrairement aux fantômes qui sont immatériels. Ce corps lui sert, toujours dans le mythe moderne, à attirer ses proies par des talents particuliers, comme une force et une vitesse surhumaine, un regard de braise, etc. Ainsi que, bien souvent, une beauté fatale, c'est le moins qu'on puisse dire. Il est donc compliqué de trouver cette fameuse origine du vampire. Si les spécialistes s'accordent plutôt sur une base de légendes provenant des Balkans, des créatures buveuses de sang, il y en a pléthore un peu partout autour du monde. Ces racines remontent à l'Antiquité, lesquelles ont pris les formes de différentes créatures aux caractéristiques proches du vampire que l'on connaît, selon les folklores dans le monde entier, comme les Vetala, Dakini, Baba Yaga, Utuk, Gigim, Meis, le chinois Zhangqi, le philippin Aswang et autres Baobansit. En Europe occidentale, par exemple, on connaît notamment les striges, qui sont des femmes à demi-oiseaux. Cependant, celles-ci s'apparentent plutôt à des démons. Leur première occurrence remonte à l'Empire romain, mais la croyance semble remonter aux Grecs. En Orient, on retrouvera plutôt la goule, de l'arabe al-goul, une créature arabe pré-islamique que l'on peut apparenter à nos ogres occidentaux. Elle a la particularité de pouvoir changer de forme. Pour ce qui est du vampire moderne à proprement parler, on le rapproche souvent plutôt du folklore slave. Issu de la mythologie d'As, la strigoi est bien souvent désignée comme l'ancêtre le plus probable du dit vampire. Il s'agit ici d'une âme troublée qui n'aurait pas été digne d'accéder au paradis et serait revenue sous forme humaine, immortelle et assoiffée de sang. Une figure qui a été associée au Moroi, issu du même folklore slave. On parle ici de l'âme d'un enfant mort avant le baptême ou de l'esprit néfaste d'une personne tuée par un strigoi. Elle possède de longues canines aiguisées ainsi que la capacité de se transformer. Elles sont mortelles, ce qui les différencie des strigoi, et peuvent être détruites lorsqu'on enterre leur corps, qu'on enfonce une aiguille dans leur front ou encore qu'on leur plante un pieu dans le cœur avant de les brûler. Tout un programme. Enfin, pour ce qui est de l'étymologie du terme vampire, il est difficile de savoir quand il est apparu. Il semblerait cependant qu'il soit arrivé dans la langue française aux alentours du XVIIIe siècle, dérivé de l'anglais vampire, lui-même dérivé de l'allemand, qui serait inspiré du serbe. On retrouve d'ailleurs des mots aux sonorités proches en polonais ou en russe pour désigner la même créature. Le plus vieux texte usant du mot vampire à ce jour est un texte anti-païen titré La parole de Saint Grégory, qui mentionne des groupes de païens vouant un culte à ces fameux oupirs russes. Malgré la quantité de légendes parlant de créatures, revenantes ou non mais toujours démoniaques et buveuses de sang, il semble que ce soit le folklore balkanique et est-européen qui se soit le plus enraciné et propagé. Deux personnalités historiques, elles aussi issues de l'est de l'Europe, vont également encore plus ancrer la légende et amener notre fameux vampire moderne à sa forme finale. Comment parler du vampire sans mentionner évidemment Vlad Tepes ou encore Vlad III, dit l'Empaleur. Principalement connu aujourd'hui pour avoir inspiré le personnage du comte Dracula à Bram Stoker, ce prince de Valachie est entré dans la légende comme un dirigeant sans pitié. On le surnomme d'ailleurs Dracul ou Draculea, petit-fils ou fils du dragon, initialement en référence à son père, Vlad II, le dragon, mais qui lui valut assez vite une association avec le diable. Pris dans les oppositions entre le Saint-Empire romain germanique, les États chrétiens d'Europe de l'Est et les avancées vers le nord de l'Empire ottoman, la Valachie résiste aux 10 Ottomans malgré une relation changeante avec ces derniers, oscillant entre vassalité et guerre. Il acquiert une réputation sanglante en raison de sa dureté tout au long de son règne, et surtout pour son amour de la torture et notamment du supplice du pal, qu'il aurait découvert lors de sa captivité chez les Ottomans lorsqu'il était un peu plus jeune. Sa légende noire ne fera que grandir au cours des siècles et nourrira le folklore local. La seconde de ces figures est bien sûr la très hongroise comtesse Báthory.
En parlant de légende noire, celle-ci est pas mal. Accusée de prendre des bains de sang de jeunes personnes, souvent de jeunes filles vierges, afin de rajeunir sa peau, elle traversera les siècles avec l'image tenace d'une sorte de folie démoniaque et sanguinaire, ce qui lui valut le surnom de comtesse sanglante. Les historiens avancent aujourd'hui cependant l'hypothèse que les accusations proférées à son encontre auraient eu pour but de s'emparer de sa fortune et des titres hérités de son défunt mari. C'est à peu près sûr que vous avez déjà entendu parler de ces deux personnages, et pour cause, ces deux destinées, déjà teintées de rumeurs de leur vivant, au fil du temps se sont teintées de plus en plus de mystères et de mystiques. Dans une époque et un lieu où le folklore est encore bien présent et mêlé aux religieux, elles sont devenues des mythes, réutilisés sans cesse par les artistes, mais surtout des pièces non négligeables du puzzle d'influence qu'est la créature vampirique. Bon, c'est bien beau tout ça, mais maintenant qu'on sait ce qu'est un vampire, une question se pose, et a terrifié ou fasciné nombre d'individus au cours des siècles. Comment devient-on vampire ? Dans les croyances historiques, il y a beaucoup de possibilités, comme par exemple avoir été un esprit pervers de son vivant, s'être suicidé, avoir été un sorcier ou une sorcière, ou encore la désormais célèbre morsure. Mais celle-ci n'arrivera que plus tard dans l'histoire. Dans tous les cas, les effets ne sont pas immédiats. L'individu doit d'abord mourir, puis être enterré pour que la transformation ait lieu. Les légendes ne sont cependant pas tout à fait d'accord à partir d'ici. On observe en effet, malgré un socle commun, des différences plus ou moins marquées suivant les localités. Certains disent que c'est l'âme du défunt altérée par le mal qui revient en son corps mortel. D'autres qu'il s'agit carrément d'un remplacement par une âme démoniaque. Dans tous les cas, la créature doit d'abord s'extirper de son cercueil et des mètres cubes de terre au-dessus de lui pour pouvoir se nourrir. Car à la base, le vampire est plus proche de l'animal que d'autre chose. Se nourrir est sa seule mission. Il n'a pas de conscience autre que celle de l'instinct. Son seul but est d'absorber l'énergie vitale de ses victimes au travers de leur sang, et ainsi pouvoir continuer encore et encore la chasse, répandant mort et horreur. Ainsi, l'arrivée d'un vampire dans une communauté pouvait se reconnaître par la mort soudaine de bovins ou de moutons, voire de celle d'un ou plusieurs membres de ladite communauté. On chercha alors parmi les défunts proches des victimes, puisqu'il se disait que les vampires avaient plutôt tendance à revenir dans les lieux qu'il aurait connus de son vivant, et donc de rencontrer d'abord des gens qui lui auraient été proches pendant son temps chez les mortels. On associe également l'activité vampirique aux manifestations mystiques proches de celles que peuvent produire les poltergeists ou encore aux crises de paralysie du sommeil. Il est à noter d'ailleurs que le vampire folklorique n'a pas la même aversion pour la lumière du jour que le vampire moderne. Il peut donc se livrer à ses activités sanguinaires de jour comme de nuit, mais semble plus actif la nuit car c'est dans leur sommeil que ses victimes sont le plus vulnérables. Une fois l'activité vampirique constatée, il fallait maintenant repérer le fameux vampire. Pour cela, on cherchait d'abord parmi les défunts récents et proches des victimes comme on l'a déjà dit. Il suffisait ensuite d'ouvrir sa tombe. S'il n'y était plus, la conclusion s'avance d'elle-même. Lorsque corps il y avait, de nombreux indices pouvaient permettre de détecter la présence d'un mort-vivant. Comme par exemple une couleur de peau plus foncée qu'un cadavre normal, qui indiquait qu'il se serait nourri de sang récemment, un écoulement de sang par la bouche et le nez du cadavre, une légère croissance des ongles, cheveux et dents, ou encore si le défunt ne montrait aucun signe de décomposition visible. Les fossoyeurs de l'époque d'ailleurs étaient souvent considérés comme des experts dans la reconnaissance de ces créatures. Après les avoir trouvés, il fallait les empêcher de nuire, les détruire une bonne fois pour toutes, ou au moins les empêcher de sortir de terre. Le plus simple est alors de percer leur corps et de laisser s'échapper le sang récemment consommé, et donc de laisser le vampire sans énergie vitale. Certains textes et traditions parlent d'une coutume née dans les Balkans, selon laquelle on aurait pris l'habitude d'enterrer les défunts avec un objet pointu, comme une faucille, ou, plus poétique, une baguette de rosier ou d'aubépine, afin qu'ils s'empalent dessus. Il existe également plein d'autres méthodes plus ou moins efficaces, comme la décapitation systématique des défunts, ou encore le fait de le placer face contre terre et d'épingler ses vêtements contre le fond du cercueil afin qu'il ne puisse pas se relever. On aurait également placé des fleurs d'ail dans le cercueil au moment de l'enterrement, celles-ci étant censées sentir tellement fort que cela dérangerait les mauvais esprits, ou encore placer une grosse pierre dans la bouche du défunt. Cette dernière méthode a d'ailleurs pu être observée bien loin des Balkans, ce qui prouve la dispersion pas si récente de ces croyances, bien au-delà de l'Est européen, et l'universalité de la croyance et de la peur inspirée par ces créatures d'outre-tombe sanguinaires. L'Église s'est également rapidement approprié ces croyances populaires, assurant qu'un vampire ne pouvait entrer dans un lieu saint et serait repoussé par un crucifix, un rosaire ou de l'eau bénite. On pense souvent que la majorité de ces croyances se serait surtout répandue à l'ensemble de l'Europe lorsque l'Autriche prit le contrôle de la Serbie du Nord et de l'Oltanie avec le traité de Passarowitz en 1718. Les fonctionnaires chargés d'étudier et de retranscrire les folklores de ces nouveaux territoires auraient, en effet, noté à plusieurs reprises des exhumations de corps et des rituels anti-vampires. D'autres découvertes, archéologiques celles-ci, semblent indiquer que les croyances vampiriques avaient déjà touché l'Europe tout entière. En 2006, en effet, des fouilles à Venise ont permis d'exhumer le corps d'une femme ayant vécu au XVIe siècle et présentant une grosse pierre coincée entre ses mâchoires. Les croyances vampiriques, telles qu'elles se présentent dans l'Est européen,
aurait, selon les spécialistes, peu à peu continué à gagner le reste de l'Europe en passant principalement par l'Allemagne aux alentours du XVIIIe siècle. Bien qu'en pleine période des Lumières, au cours de laquelle, rappelons-le, les philosophes et les grands du monde cherchent à rationaliser les folklores, le vampire s'impose tout de même dans les croyances populaires. D'ailleurs, le mot vampire serait apparu pour la première fois sur un document officiel dans un rapport mentionnant un cas de vampirisme daté du 31 juillet 1725. Un paysan serbe serait, en effet, revenu entre les morts afin de réclamer de la nourriture à son fils. Celui-ci aurait refusé et serait retrouvé mort le lendemain. Quand d'autres connaissances de ce fameux paysan seraient décédées quelques jours plus tard, il fut décidé de lui planter un pieu dans le cœur post-mortem. À l'ouverture du cercueil, on découvrit d'ailleurs un corps gonflé dont les ongles auraient poussé et présentant du sang plein la bouche. La croyance, déjà pas mal répandue au sein de la population, semble également toucher les classes les plus hautes de la société. La célèbre famille Habsbourg aurait subi des attaques vampiriques en Transylvanie, la dynastie ayant régné de 1690 à 1918, d'abord sous le régime du Saint-Empire romain germanique, puis de l'Empire d'Autriche à partir de 1804, et enfin de la double monarchie d'Autriche-Hongrie à partir de 1867. Les Habsbourg, donc, auraient compté un vampire parmi leurs rangs, qui se serait attaqué à la famille de 1725 à 1734. Le XVIIIe siècle est d'ailleurs marqué par de nombreuses chasses aux vampires un peu partout en Europe, notamment car les nobles et autres philosophes, sous l'influence des Lumières, souhaitent détruire le mythe et faire triompher la raison. Le pape Benoît XVI fera, par exemple, rééditer l'un de ses textes en 1749 afin d'y ajouter un paragraphe portant sur les vampires, et en y stipulant qu'ils ne sont pour lui que le fruit de l'imagination, de la terreur et de la peur. L'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche également enverra son médecin personnel, Gerhard von Swieten, en qui elle a toute confiance, enquêter sur les affaires de vampires au sein de l'Empire, afin de savoir une bonne fois pour toutes s'ils existent vraiment. Une fois que celui-ci, dans son rapport final, lui eut assuré de la non-existence de telles créatures, l'impératrice fit alors passer des lois interdisant l'ouverture et surtout la profanation des sépultures, afin d'endiguer hystérie collective et blasphème. Petit à petit, ce type de loi va fleurir un peu partout en Europe et permettre d'apaiser quelque peu les esprits, même si les croyances ne meurent jamais tout à fait et finissent d'ailleurs par prospérer par la suite à travers les arts, support de prédilection des imaginaires, et notamment par la littérature. De nos jours, il existe encore des légendes et des lieux affiliés aux vampires, comme le cimetière de Highgate à Londres, qui est encore considéré comme la résidence d'un vampire. On recense également un témoignage d'attaques de vampires dans le quartier de Birmingham. Comme toute légende ou mythe, à l'origine, il n'y a jamais de fumée sans feu. Il y a toujours un point de départ, et bien souvent, il s'agit de phénomènes encore inexpliqués au moment de la formation de ladite croyance. Qu'il s'agisse du lien entre la vie et la mort, de la limite entre le bien et le mal, entre la bête et l'homme, mais aussi de faits scientifiques tout à fait explicables aujourd'hui, le vampire fait écho dans beaucoup de domaines. Alors, on ne va pas prétendre ici à résoudre la grande question de l'existence humaine, toutefois, il existe plusieurs faits désormais démontrés par la science qui peuvent en partie expliquer l'apparition de cette fameuse croyance vampirique. Ici, on va parler un peu en détail de sujets tels que les altérations post-mortem d'un corps qui peuvent heurter la sensibilité de certains spectateurs. Nous invitons ces derniers à passer directement à la section suivante. Alors, un grand nombre de spécialistes pensent en effet que l'origine du vampire proviendrait principalement d'une méconnaissance des principes de décomposition après la mort. En effet, une fois le décès survenu, la peau se rétracte. Oui, ça démarre fort. La peau se rétracte donc, car le sang et l'eau ne sont plus là pour l'irriguer. Ce qui peut donc donner l'impression que les ongles ou les cheveux ont continué de pousser après le décès. De plus, par crainte de la propagation des maladies notamment, on enterrait les gens beaucoup plus vite qu'aujourd'hui. On ne connaissait pas non plus le coma. Vous voyez où on veut en venir. Le pire cauchemar d'encore pas mal de gens. Il pouvait arriver en effet que des individus soient enterrés encore vivants, ce qui a d'ailleurs pu donner quelques sueurs froides aux fossoyeurs lorsqu'ils entendaient des bruits suspects dans le cimetière, voire qu'ils découvraient des marques de griffures sur les rebords d'un cercueil, faisant donc le lien avec de potentielles tentatives de sortie d'un vampire en quête de sa pitance de la nuit. A noter toutefois que le nombre de cas recensés est assez bas par rapport à la terreur et aux mythes qu'ils ont engendrés. Pour aller un peu plus loin, lorsqu'on schématise grossièrement un corps qui se décompose, on peut le simplifier, comme souvent, en 3 grandes étapes, peau, chair et os. Chacune de ces étapes entraîne un certain nombre de phénomènes, et notamment la formation de gaz résultant de l'activité bactérienne. Ces gaz peuvent rester enfermés dans le corps et petit à petit s'accumuler, ce qui peut donner l'impression d'un estomac rempli. De plus, ces fameux gaz, lorsqu'ils cherchent à s'échapper, peuvent créer une pression sur les organes ainsi que les systèmes sanguins et lymphatiques, faisant ainsi sortir des fluides par les orifices du corps, bouche, nez, mais aussi yeux et oreilles, ce qui peut expliquer la présence de sang sur certains cadavres. Il ne s'agit nullement de celui de leur victime, mais bien du leur. S'ajoutent à cela les bruits produits par les gaz s'échappant par l'œsophage, qui peuvent ressembler à des gémissements rauques, voire à des rots. Certains chercheurs ont également pu avancer l'argument de la composition de la terre dans le cas des individus enterrés sans cercueil. En effet, une terre riche en certains ingrédients, comme l'arsenic, aurait pu permettre une meilleure conservation des corps et donc indiquer un potentiel mort-vivant.
Or, il semblerait que les terres de Slovaquie, Roumanie et Hongrie en soient bien pourvues. Plus récemment, les scientifiques ont tenté d'établir un lien entre vampires et pathologies médicales. Ainsi, la tuberculose, la peste bubonique ou encore la rage sont les 3 principales maladies que l'on soupçonne de figurer parmi les origines de la fameuse croyance, et notamment de leur prédisposition à s'en prendre à leurs proches. La fameuse attaque sanguinaire n'étant que le résultat d'une transmission bactérienne ou virale ultra rapide. L'explication médicale la plus célèbre cependant reste la porphyrie, mise en avant pour la première fois par David Dolphin en 1985. Il s'agit d'un dérèglement hormonal engendrant de grandes quantités de molécules de porphyrine dans l'organisme. Sans trop entrer dans les détails, cette porphyrine joue un rôle dans le processus de la photosynthèse. Ainsi, ce type de dérèglement amène ces fameuses molécules à se stocker de manière excessive dans diverses parties de l'organisme, et notamment les globules rouges, le foie ou encore la peau. Il en résulte alors une grande sensibilité au soleil, pouvant aller jusqu'à de graves lésions. Les malades souffrent, en plus de la photosensibilité, de déformations dentaires, dues à des carences, voire de troubles de la personnalité. Une troublante coïncidence qui fut cependant assez rapidement écartée, car les traits empiriques sur lesquels se basait cette hypothèse avaient été alloués aux vampires assez tard dans l'histoire du mythe, et notamment par la littérature et non le folklore des origines. Cependant, comme pour le cas du loup-garou, il existe une forme clinique du vampirisme appelée le syndrome de Renfield, en référence au personnage de Bram Stoker, et dans la plupart des cas, le patient a des tendances nécrophiles voire nécrophages. Les croyances ont petit à petit s'uniformisé à travers la vieille Europe, un processus favorisé par une préexistence d'un fond de légende commune autour des créatures de type vampirique. Le dit processus sera également favorisé par le développement de la littérature romanesque et surtout du roman gothique, voire d'horreur, qui fait son apparition aux alentours de la fin du XVIIIe siècle et connaîtra son heure de gloire au XIXe. Au panthéon des œuvres fondatrices du mythe moderne, on ne peut pas ne pas citer La fiancée de Corinthe de Johann Wolfgang von Goethe ou Le vampire de John William Polidori. C'est d'ailleurs avec le succès de ce dernier que le vampire commencera son ascension au sein des figures mythiques de la littérature de l'Europe de l'Ouest, et notamment en Angleterre et en France, pour laquelle il sera traduit dès l'année de sa sortie. Pour Goethe comme pour Polidori, le vampire revêt pour l'une des premières fois une apparence jeune, séduisante et séductrice. Mais il faut surtout mentionner parmi les piliers du genre le fameux Carmilla de Sheridan Le Fanu. Celui-ci est en effet régulièrement cité comme le premier roman vampirique moderne. Mais c'est surtout le cultissime Dracula de Bram Stoker qui marquera un tournant à la vision et la diffusion du mythe vampiresque. La créature unifie ici les différentes influences et folklore et prend enfin sa première forme moderne. On notera d'ailleurs que Stoker aurait déclaré devoir énormément au roman de Le Fanu. Tout au long du XIXe siècle, le vampire connaîtra une vague d'intérêt, et des auteurs comme Théophile Gautier, Alexis Tolstoï, le cousin du célèbre Léon Tolstoï, Dumas, Hoffmann, Maupassant ou encore Conan Doyle s'essaieront à l'exercice. Mais le phénomène s'essouffle un peu au tournant du XXe siècle. Il faudra attendre les années 70 et le célèbre Entretien avec un vampire de Anne Rice pour que notre créature se relève de nouveau. À l'ère des médias visuels, le cinéma et la télévision vont s'emparer du mythe décidément si pratiquement protéiforme et universel. Et là, ce sera son heure de gloire. La version moderne du mythe est retravaillée, unifiée et surtout sexualisée, et prendra le monde culturel comme une lame de fond. Dans les années 90, 2000 et 2010, impossible de ne pas consommer du vampire. Entre les séries Buffy, True Blood, Vampire Diaries, les franchises comme Underworld, les romans et notamment pour enfants comme Mona le Petit Vampire, et surtout jeunes adultes comme Eternal, Vampire Academy, Nightworld, sans compter les séries de romans tirés sur grand ou petit écran, comme ce fut le cas pour Vampire Diaries qu'on a déjà cité, ou encore la série désormais culte des Twilight. Il semble bien cependant que ce soit le cinéma qui ait véritablement ancré la créature dans la culture pop tout en lui redonnant un souffle nouveau. Le Nosferatu de Friedrich Wilhelm Murnau, sorti en 1922, est souvent cité comme le premier film de vampire, c'est-à-dire dans lequel l'attaque vampirique est au premier plan de l'action. Un film absolument mythique, tant par son sujet, une première adaptation d'une telle créature à l'écran, et surtout l'un des premiers films d'horreur, que par son esthétique, mais qui fut marqué par le scandale à sa sortie. Il s'agit, en effet, et on le remarquera aisément, d'une adaptation du roman de Bram Stoker. L'époque et le lieu ne sont pas les mêmes, les noms ont été changés, ainsi que quelques autres petits détails par-ci par-là, mais globalement, on retrouve le mystérieux aristocrate achetant une propriété en périphérie d'une grande ville, les rêves inquiétants d'une jeune femme, etc. Cependant, à l'époque, le livre n'est pas encore dans le domaine public, et les héritiers de Stoker, sa veuve notamment, refuseront de céder les droits, et intenteront même un procès au producteur du film, une fois celui-ci sorti. Procès qu'ils gagneront d'ailleurs, et la plupart des copies seront détruites. Malheureusement pour eux, des copies avaient déjà circulé à l'international, et le film est aujourd'hui devenu un grand classique. Les surréalistes, par exemple, le considèrent comme un chef-d'œuvre, voire un film révolutionnaire.
Il sera également cité de façon directe et indirecte dans de nombreuses œuvres à suivre, que ce soit pour son esthétique, inspirée des tableaux de Hugo Steiner Prague, ou tout simplement pour son caractère d'icône. Dans Batman le défi de Tim Burton, qui, on le sait, raffole des vieux films de monstres, le nom de l'antagoniste est Max Schreck, qui est également le nom de l'acteur incarnant le comte Orlok dans le film de Murnau. En plus du scandale, le film est également auréolé d'une aura de mystère. Des rumeurs auraient en effet commencé à circuler, comme par exemple que l'acteur principal serait un vrai vampire, ou que le réalisateur aurait contracté avec des puissances démoniaques pour rendre son film plus réaliste. Au-delà de toutes ces péripéties, il sera également le premier film à ajouter la lumière du soleil aux faiblesses de la créature. Le premier film clairement et légalement adapté du roman sera le Dracula de Todd Browning en 1931, une adaptation qui restera célèbre par la prestation de Bela Lugosi, mais aussi pour son appartenance à la fameuse série des Universal Monsters. Puis, la lignée des films de vampires ne se tarira plus, malgré des hauts et des bas. On peut citer par exemple, parmi les plus notables, Vampire, ou L'étrange aventure de David Gray, de Carl Theodor Dreyer, d'après deux romans de Sheridan Le Fanu, Le cauchemar de Dracula, par Terence Fisher, qui sera l'une des premières apparitions de Christopher Lee en Dracula, un rôle qu'il reprendra par la suite plus de 10 fois, Je suis une légende, en 1964, avec l'iconique Vincent Price, adapté du roman de Richard Matheson, qui tente de donner une explication scientifique au phénomène des vampires, qui deviendront plus tard les fameux zombies qui poursuivront Will Smith dans la version de 2007. En 1967, c'est au tour du bal des vampires de Roman Polanski, qui est une parodie assumée du thème vampirique. Blackula de William Crane en 1972, qui mettra en scène le premier vampire de couleur. Évidemment, le Dracula de Francis Ford Coppola. Le non moins culte Entretien avec un vampire par Neil Jordan en 1994, adapté de la série des romans d'Anne Rice, et qui mettra en avant, pour l'une des premières fois, les ressentis des vampires eux-mêmes sur leurs conditions. Ou encore Blade, qui figurera le premier demi-vampire à l'écran. La série à succès des Underworld, commencée en 2003, et qui mettra à l'honneur la rencontre de plusieurs créatures fantastiques, et notamment le conflit vampire et lycanthrope. Et bien sûr, il est impossible de parler du vampire aujourd'hui sans mentionner la franchise Twilight, qui propose un retour du vampire victime de son sort et de la malédiction, comme c'est déjà le cas dans Entretien avec un vampire. Ici, les personnages sont plus ambivalents, et bataillent sans cesse contre leur nature pour garder leur morale et principes, comme le montre La Foi d'Edward Cullen. Les séries ne sont pas en reste non plus, puisque la télévision se démocratise dans les foyers aux alentours des années 50-60, et la première série à utiliser ce thème du vampire sera Dark Shadows en 1966. À la base, la série ne traitait d'ailleurs pas de ces créatures. Le personnage de Barnabas n'apparaît qu'au 211e épisode. Cependant, le succès est immédiat. Quelques décennies plus tard, le vampire repasse à nouveau sur le petit écran. Les 90-2010 sont alors l'âge d'or des vampires en tout genre, sur quelques médias que ce soit d'ailleurs. Buffy, True Blood ou encore Vampire Diaries sont encore aujourd'hui des séries cultes et qui ont marqué la pop culture. Dans la bande dessinée, dans le manga, le jeu vidéo, le vampire est partout, et prouve s'il fallait encore des preuves, son succès immortel à travers le monde et parmi toutes les générations, puisqu'on trouve même des dessins animés pour les plus petits. Le vampire n'est plus cantonné au domaine de l'horreur et aux fictions pour adultes, et a envahi tous les domaines de la pop culture, toutes générations confondues. Au travers des frontières temporelles, géographiques, mais aussi induites par les différents médiums, le vampire n'a cessé de se transformer, prouvant, encore une fois, l'extraordinaire plasticité de la figure vampirique, et donnant ainsi naissance à de nouvelles formes, voire carrément à une progéniture, comme le démontre le cas du Dhampir. Les Dhampirs sont des êtres mi-humains, mi-vampires, issus de la procréation d'un vampire et d'un être humain. Le plus souvent, on va pas se le cacher, entre un vampire et une humaine. Petit fun fact linguistique et étymologique, le terme nous semble venir du français, de demi et vampire, mais il n'en est rien en réalité. Selon les spécialistes, il viendrait plutôt de l'albanais et serait composé des termes tembi et pir. Donc dhampir signifierait littéralement non demi-vampire, mais de façon grossièrement littérale, boire avec les dents. On peut également proposer d'autres analyses probables, avec le terme albanais lui aussi, demb. Il paraît cependant étonnant qu'on ait gardé ce terme de dhampir pour parler de ces créatures à l'international, alors que dans les Balkans, et particulièrement au sud des 10 Balkans, on utilise plutôt des termes signifiant fils de vampire. Alors d'accord, mais d'où il vient ce dhampir ? Alors, commençons par le commencement. Pour rappel, pour devenir vampire, dans le folklore à la base, il existe un grand nombre de méthodes, les principales étant avoir été un esprit pervers dans sa vie mortelle, s'être suicidé ou avoir été lié à la sorcellerie. L'âme vampirique est alors considérée comme pervertie, maudite. L'une des croyances associées à cette perversion par les Slaves du Sud serait que celle-ci s'accompagne d'un grand appétit sexuel. On pense notamment que le vampire chercherait à avoir des relations avec la ou les femmes qu'il a le plus désirées de son vivant, qu'il s'agisse de son épouse légitime ou non d'ailleurs. Une croyance qui a servi, bien entendu, de parade à des situations pas très catholiques.
Sreten Petrović, dans son ouvrage Le système de la mythologie serbe, Petrović donc, rapporte une histoire selon laquelle une veuve serait tombée enceinte alors que son mari venait à peine de mourir. On raconte aussi des histoires de femmes que l'on pensait vierges et qui tombent subitement enceintes de vampires. Une croyance bien pratique donc pour se sortir de certaines situations, même si, on s'en doute, l'idée d'une progéniture à demi-créature sanguinaire n'était pas pour enchanter les voisins de sa génitrice. Le futur enfant et sa mère, en effet, deviennent alors souvent des parias et sont parfois même contraints de quitter leur village. Toutefois, malgré cette qualité de paria, les Dhampir, puisque c'est comme cela qu'on appellera plus tard ces êtres hybrides, les Dhampir donc, révèlent des caractéristiques extraordinaires de par leur origine paternelle qui peuvent se révéler fort utiles. Physiquement, ils seraient plus pâles que la moyenne, plus grands également, et plus minces, mais possédant une forte carrure. Ils vivraient également moins longtemps, mais surtout, ils auraient la capacité de démasquer un vampire parmi les humains. Un talent bien pratique et surtout pouvant être rémunéré, ce qui permit à beaucoup de ces Dhampir de gagner leur vie sur les routes à la recherche de rumeurs vampiriques émanant de tel ou tel village. Les croyances concernant ces êtres hybrides sont cependant tellement localisées et différentes selon les régions qu'il était assez rare qu'un enfant soit avéré Dhampir. D'autant plus que, dans nombre de coins de l'Europe, on continue de penser que le vampire, de par sa qualité de mort-vivant, était complètement stérile, et ce, avec une humaine autant qu'avec une femelle vampire. On ne fait pas de dessin, mais en effet, on remarquera l'incohérence mécanico-biologique majeure de toute cette histoire, c'est-à-dire un être décédé est un être dont, évidemment, le cœur ne bat plus. Quoi qu'il en soit, le Dhampir n'a pas autant marqué les esprits que son géniteur, et restera une croyance assez spécifique, voire quelque peu isolée. C'est seulement dans les années 70 qu'il fera son entrée dans la culture populaire à plus grande échelle. En 1972, en effet, le film The Grave of the Vampire, devenu en français, pour une raison quelconque, Les Enfants de Frankenstein, portera un coup de projecteur sur cette figure du Dhampir, tout en lui apportant un éclairage nouveau, mélangeant éléments de folklore traditionnel et ajouts modernes pour les besoins du film. Par exemple, il est particulièrement sensible à la lumière, une caractéristique qui ne se retrouve pas dans les croyances originelles. Il est à noter d'ailleurs que si le protagoniste est ici un hybride vampire-humain, le terme Dhampir n'est jamais utilisé dans le film. Les demi-vampires apparaissent ensuite l'année suivante dans le numéro 22 de la bande dessinée Vampirella, sous une forme assez similaire aux vampires classiques. Le terme Dhampir est d'ailleurs ici mentionné. Mais celui qui marquera durablement le panthéon de cette créature naîtra quelques mois plus tard, en juillet 1973 pour être exact. Blade fera en effet son entrée dans la pop culture à partir du comic Marvel de Tomb of Dracula, imaginé par Marv Wolfman et dessiné par Gene Colan. Non content d'être le premier Dhampir noir, un an seulement après la sortie du film Blacula, le premier vampire noir, il renouvelle également le genre. S'il garde en effet la caractéristique moderne de sensibilité à la lumière, il apporte enfin un élément de réponse plausible à sa conception, à savoir sa mère ayant été victime d'un vampire pendant l'accouchement. Des enzymes vampiriques sont accidentellement passées dans le sang du bébé, ayant pour effet de le rendre plus fort, plus rapide et surtout invulnérable aux morsures de vampires. S'en suivront plusieurs occurrences par la suite, dans Scooby-Doo, dans la série littéraire puis la série télé Vampire Academy, le dessin animé Hotel Transylvania, où le fils de Mavis, une vampire, et Johnny, un humain, est de fait un vampire, ou encore, comment ne pas citer la fameuse Renesmee, fille d'Edward et Bella Cullen dans la saga Twilight, mais surtout, parmi les plus célèbres, Dee de la série de romans japonaise Vampire Hunter D, toujours en cours depuis 83, et Alucard de l'univers Castlevania. Malgré quelques apparitions remarquées ici et là dans la pop culture, le Dhampir reste toutefois assez peu utilisé et décrit. Sa caractéristique principale, son rôle, reste le plus souvent chasseur de vampires, ou, à l'inverse, comme on l'a vu dans Vampire Academy, un protecteur de ces mêmes vampires de pur sang. Mais c'est tout. Il y a déjà une telle diversité des légendes entourant le vampire qu'on ne saurait qu'insister sur la malléabilité et la marge de création qu'il existe encore dans l'exploration de cet hybride encore délaissé par rapport à sa célèbre parenté. Le vampire a beaucoup évolué au cours du temps. Fruit de la collision de très nombreuses légendes et croyances souvent localisées, sa forme moderne est devenue une figure mythique, composite et surtout extrêmement malléable. Pour s'en convaincre, il n'y a qu'à observer son évolution dans la culture populaire mondialisée. S'il reste un monstre immortel, il est désormais doué d'une conscience, ou, à tout le moins, d'une certaine intelligence. À présent, et principalement depuis les années 90, qui lui ont véritablement donné sa forme moderne, à présent donc, il est souvent attirant, noble, de bonne famille et ou riche, peut hypnotiser ses victimes et sa morsure peut parfois procurer du plaisir. Dégageant une classe naturelle, il exhale d'une aura envoûtante à la jonction entre la plante carnivore et la passion sexuelle. Le vampire 90s est très lestat finalement, jouissant des plaisirs et des tabous en sa qualité de créature d'ores et déjà maudite et tentatrice. Mais il effectue cependant au cours des années 2000 un changement progressif vers une phase plus Louis de Pointe, en proie à des questionnements sur sa condition et ses agissements.
Une transition qui ira jusqu'à donner naissance à des individus tels que Edward Cullen et sa famille, qui se revendiquent végétariens, sont en lutte constante contre leurs pulsions et dont les yeux sont colorés de jaune suite à leur consommation exclusive de sang animal. Ou encore Adam dans Only Lovers Left Alive de Jim Jarmusch, qui, ennuyé par son éternité, souhaite en finir. Aux alentours des 2010, il continue sa métamorphose en anti-héros, voire héros tout court, une dualité qu'on retrouve pas mal comme l'opposition Louis Lestat, mais aussi Damon Stéphane, Elena Catherine, etc. Et devient tout aussi torturé, mélancolique et complexe qu'un romantique du 19e siècle. Cette transformation vers un vampire victime de son état et conscient de subir ses pulsions destructrices, si elle s'accélère avec l'arrivée du grand et petit écran, s'opère principalement à partir de la littérature et notamment avec le Carmilla de Joseph Sheridan Le Fanu. À partir du moment où il passe de créature de légende à créature de papier, certaines de ses capacités historiques seront canonisées dans une version unifiée du mythe, mais il acquiert aussi de nouvelles caractéristiques qui lui colleront à la peau et qui deviendront par la suite canon. Parmi ces nouvelles caractéristiques dans notre représentation moderne, on peut citer la présence de canines saillantes, laissant la marque de 2 petits trous sur la victime, inspirée des chauves-souris vampires ou Desmodontinae, présentes notamment en Amérique du Sud, la capacité justement de se transformer en chauve-souris, en loup ou encore en fumée, l'absence de reflets dans un miroir, le fait de pouvoir rajeunir grâce au sang, et enfin le pouvoir d'hypnose et de séduction. On retrouvera notamment cette skill dans les Penny Dreadful, ces histoires terrifiantes vendues sous forme de fascicules pendant l'ère victorienne en Angleterre. C'est dans l'un d'entre eux, dans Varney the Vampire notamment, qu'on introduit pour l'une des premières fois l'idée d'une créature hideuse mais aux yeux hypnotisants, à laquelle, malgré sa laideur, personne ne peut résister. Le vampire est donc aujourd'hui plus proche des succubes que des zombies. Sa vie, si on peut le dire comme ça, a également changé. Sa conception, aux méthodes diverses et variées, s'est assez simplifiée et tient plus aujourd'hui de celle du loup-garou, puisqu'il suffit souvent d'un simple échange de sang, par une morsure et ou par l'absorption de quelque manière que ce soit du sang d'un autre vampire. Le sang est la vie, comme dirait Bram Stoker. Sa mort est cependant restée assez proche du folklore. On retrouve dans les méthodes employées un bon vieux pieu dans le cœur, une décapitation, l'incinération de ses restes et bien évidemment l'exposition au soleil. Le vampire n'est également plus une créature complètement solitaire, un mort qui ne trouverait pas le repos éternel et errait sur Terre. Il peut aller en groupe et surtout est assez régulièrement rattaché à son créateur d'une façon ou d'une autre. Il éprouve pour lui généralement une extrême loyauté, un lien qui peut être parfois subi. Certaines œuvres vont même l'intégrer dans une structure sociale, comme une famille, voire même au sein d'une société vampirique aux règles strictes. Le vampire ne ressemble donc plus vraiment à la strige antique ni à la peste qui infestait les cimetières il y a encore quelques centaines d'années. À la base, être terrifiant et repoussant, proche du zombie dans le vaudou haïtien, ou du rat, de la vermine quoi, de ceux qui grouillent, il est aujourd'hui un atout séduction dans les romans pour ados et jeunes adultes, dark romance et autres univers de fantasy. Car oui, de nos jours, le vampire c'est plus un être de fantasme que de cauchemar. Créature damnée, ça ne change pas, on lui attribue régulièrement désormais un appétit sexuel démesuré, viscéral, voire animal. Car c'est bien de cela qu'il s'agit, de l'incarnation du mythe, de la légende, dans son sens le plus étymologique, c'est-à-dire faire chair, rendre réel, figurer en 3D. Et en ce qui concerne les vampires, on voit facilement que ce qu'il s'agit d'incarner ici, c'est notre part animale, instinctive. Le vampire n'est plus humain. Son corps se meut, mais sa conscience n'est plus tout à fait revenue. Elle est comme restée à mi-chemin dans l'au-delà, dans l'invisible par une malédiction, une damnation. Son seul besoin, sa seule obsession et son seul objectif est de se nourrir. Il acquiert ainsi suffisamment de force pour continuer jusqu'à sa prochaine proie. La chose sociale n'a plus de place ici, tout comme les notions de bien et de mal. La seule chose qui domine, c'est la survie, à laquelle s'ajoute, dans la version moderne, la notion de l'instinct pur et sans entrave. On voit donc sans mal et très facilement l'incarnation, on y revient, de notre part bestiale, de nos désirs enfouis et surtout de l'appétit sexuel de tout un chacun auquel il offre un terrain d'expression. Ce lien cathartique est d'ailleurs visible de manière beaucoup plus littérale avec la fameuse morsure du dit vampire. Une morsure profonde au niveau de la carotide, c'est-à-dire de la gorge, dans tous les sens du terme, plutôt que dans toute autre artère du corps. Un geste qui passionnera les écrivains et scénaristes, lesquels en feront, plus qu'une simple attaque, un moyen de créer un lien fort, voire intime avec la victime, voire d'en faire une expérience des plus sympathiques pour les deux parties. Le vampire, c'est un monument du folklore, de la pop culture et de la culture tout court, et surtout bien ancré dans les traditions du monde entier. On trouve une créature vampirique dans chaque folklore, ou presque, même si les caractéristiques de celle-ci changent parfois d'une localité à l'autre. Une diversité et une répartition mondiale qui en font une créature extrêmement malléable. Depuis son postulat de base, un personnage fait d'instinct et de malédiction, il s'adapte facilement à l'époque où il est invoqué et permet de traiter allègrement de thématiques universelles,
tels que la violence, l'amour, l'homosexualité, la lutte contre ses propres passions, la monstruosité et l'humanité, la religion, etc. Une créature qui se plie facilement aux désirs des conteurs d'histoires et autres storytellers, et qui n'a donc pas fini de hanter nos imaginations.